Chers fans de foot, chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clubhouse de dribble. Des dribbles, on en a vu, notamment du côté du stade Jos Oppert à l'occasion du derby entre Niederkorn et Differdange. On va y revenir version grand format. Pour en parler, j'accueille à mes côtés la caution modes et travaux de l'émission. C'est le journaliste Boris Saint-Jalme. Bonsoir Boris. Salut Marco, salut à tous. Comment ça va ? Super, hein, comme tu l'as dit, un bon week-end de foot au Jos Oppert et puis sur les terrains de BGL d'une manière générale, on s'est bien régalé. On a eu froid aussi. C'est vrai. mais c'était sympa, ouais. Bon, vous, chez vous, vous avez chaud et on va se régaler également avec de l'autre côté. Il s'est entraîné pendant 2 semaines à parler dans le micro pour nous distiller ses analyses, ses passes décisives. C'est le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Trop de provocations pour commencer l'émission. Donc, je te cherche. Voilà. Je vais être concentré que sur le micro. Mais... Ah bah non, parce que bonjour à tous. Le plus important, c'est quand même, ça reste quand même tes analyses. Ah ouais. Et ton œil de lynx pour cette émission. Donc nous accueillons notre invité. Il a été joueur chez les jeunes du Progrès aussi, à Steinfort avant d'intégrer la Maison Fola en 1989, je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Pour lequel il a joué, il a coaché, il a même été à l'occasion entraîneur assistant de Jeff Strasser. Il occupe depuis 13 années les fonctions de directeur sportif au CS Fola Esch. C'est Pascal Welter. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On va pouvoir bénéficier de votre expertise dans l'intégralité de notre sommaire, puisque au programme, nous aurons un droit de réponse du Fola, la 19e journée de BGL League, le point sur la situation sportive du Fola Esch, l'analyse du derby entre le Progrès Niederkorn et le FC Differdange 03, la Coupe des Dames, la PH, c'est tout ça, le Clubhouse de dribble. Et nous commençons, une fois n'est pas coutume, par un droit de réponse que nous offrons au comité du Fola Esch, puisque à l'occasion de la dernière émission, notre consultant Sami Olbar a accusé le comité de ne pas faire son travail. Donc la parole est à Pascal Welter, directeur sportif du Fola et membre du comité du Fola Esch. Oui, merci pour le droit à la réponse. Donc, d'un côté, vu que c'est une émission que beaucoup de gens regardent, on a quand même pensé vraiment, quand on a entendu les propos qui ont été dits lors de l'émission, on s'est posé beaucoup de questions. Déjà, un consultant, quand on le regarde, donc j'ai dit, ok, maintenant ça c'est le Jamie Carragher du Luxembourg. J'ai un peu regardé avec qui on a affaire, parce que pour tenir des propos ainsi, il faut vraiment bien connaître le foot luxembourgeois, très bien connaître la maison Fola, et surtout être très proche des joueurs, parce que vu qu'il y a eu des noms qui ont été prononcés, on était un peu surpris, parce que en fait il y avait une mise en question de tous. On a les staffs techniques, le comité, le terrain, et puis sarcastiquement on a parlé encore de nos dames, et tout ça a donné un goût très amer à notre club, sachant que si on prend un des joueurs qu'il a nommé, je pense qu'il n'avait même pas 5 sélections, et ça veut dire que le staff technique qu'on avait avant avec Steph Benzi, son staff, et le nouveau staff avec Ron Souto, qui sont très mal informés sur leurs joueurs, vu que leurs meilleurs joueurs ne jouent pas. Donc pour nous, c'était un peu, est-ce que là on n'a pas eu un cow-boy qui tire sur tout ce qui bouge? Donc nous on a très mal pris, et quand j'ai vu en fait que le monsieur Olbar, qu'il était entraîneur adjoint à la jeunesse des U19, je me suis dit, c'était quand même fort ce qu'il nous a reproché, que le comité, et là je me mets devant tous nos collègues, le président, etc., c'est des bénévoles qui gèrent le club, les bénévoles qui sont là jour et nuit pour ce club, et si là on nous attaque, monsieur Sami Olbar, il est le bienvenu. Donc lorsqu'il a commencé à parler, j'ai écouté, je dis, ça c'est le prochain entraîneur du Fola, parce qu'il connaît tout mieux que nous tous. Et de l'autre côté, non, on n'attaque pas des bénévoles dans un interview. C'est pas la presse journalistique qu'on veut avoir à Luxembourg. Et j'ai d'ailleurs parlé avec l'un ou l'autre directeur sportif au pays. Je dis, vous connaissez ce monsieur, parce que là, il nous a fait mal, il nous a fait une mauvaise publicité. Même tout ce qu'il a dit n'est pas faux. C'est vrai, on est le flop de la saison. Au niveau sportif, en tout cas. Au niveau sportif, on est catastrophique avec maintenant 55 buts encaissés. Donc dans ce contexte, voilà,
on peut les dire, mais restons factuels, s'il vous plaît. N'attaquons pas des gens qui donnent cœur et âme pour notre CS Fola dans le quotidien, quoi. Merci pour ce droit de réponse, Pascal Welter. Je préciserai simplement que les propos du consultant n'engagent absolument pas l'opinion de Mental, premièrement. Et puis, rappeler que lorsqu'il y a eu cette émission la semaine dernière, Boris est intervenu justement pour souligner le travail des bénévoles qui était fait au Fola. Je le remercie. Et puis après, on fait un exercice périlleux. On est toujours, même nous, on n'est pas à l'abri de dire quelque chose qui déplaît. Alors, effectivement, on doit faire attention à ne pas heurter les sensibilités, évidemment à ne pas être insultant. Bien sûr. Bon, que Samy ait une licence à la jeunesse, j'espère que ce ne soit pas quelque chose qui est inspiré pour être un petit peu plus agressif envers le Fola. Nous, on pense que c'est quelqu'un de compétent, d'honnête, on espère le revoir autour de nous à la table, mais on peut aussi se mettre à votre place et comprendre. Gentil, merci. Vous nous connaissez un petit peu, on ne cherche pas spécialement la polémique, je pense que Samy ne cherchait pas non plus la polémique. On essaye de dire les choses, et par moments, la frontière, l'équilibre, il est pas évident, et de temps en temps, ça tombe du mauvais côté. Oui, je pense que ce serait mieux passé si on s'était contenté de parler de l'aspect sportif. L'aspect sportif, c'est ce qu'on va regarder à présent avec les résultats de la 19e journée de BGL League. Et donc on en parlait, le progrès face à Differdange dans le derby qui pouvait débloquer un certain nombre de choses en haut du classement. Eh bien, c'est le leader differdangeois qui s'est imposé donc 2-0 sur la pelouse du progrès en ouverture de cette journée. Dimanche, donc Fola Esch face à Racing 0-3, 6e défaite d'affilée maintenant pour le Fola. On y reviendra également. Ostert et Strassen, 2 buts partout, avec Strassen qui est revenu au bout du bout avec un but de son gardien, c'est assez inhabituel, Correia-Oscan, pour l'égalisation donc de partout. Dudelange était mené sur sa pelouse face à Vils et est finalement revenu en s'imposant 3-1. Mondorf et Rodange se sont partagés les points encore une fois dans le temps additionnel, 1 partout. Pas de but entre Pétange et Rosport. Le match s'est terminé sur un 0-0. Le Swift s'est imposé sur sa pelouse face à Bétambourg 1-0. Enfin, Monderkange a remporté une victoire précieuse dans la course au maintien 1-0 face à la jeunesse. Alors messieurs, je vais vous demander quel est le résultat que vous retenez le plus de cette 19e journée. Simon. Moi j'ai envie de retenir le match nul entre l'US Ostert et Luna Strassen. Déjà pour le fait de jeu, l'égalisation du gardien, c'est rare de voir évidemment un gardien marqué. J'ai pas le souvenir. C'était pas arrivé depuis 2020. Voilà. Dernière fois en BGL. Tous les 3-4 ans comme les coupes Michel du monde. Witt avec Hetzel. Et puis au-delà du but du gardien, c'est le point du match nul arraché pour Strassen dans la course à l'Europe. Il est important, surtout que c'était face à une équipe d'Ostert qui est bien depuis le début de l'année. Donc il se dirigeait vers une 3e victoire consécutive. Malheureusement, Oscan en a décidé autrement. Oui, puis être revenu à 2 partout alors qu'ils étaient menés 2-0 par Ostert. 2-0 rapidement. C'est comme à tu dis, les matchs comme ça, certes, avant le match, tu te dis peut-être que Strassen va gagner, mais vu la physionomie, c'est un bon point de prix. Ouais, surtout que devant, ça avance. Differdange a gagné, Mm. Dudelange a gagné, et puis le Swift également. Donc, Racing, c'était tout le monde important gagne. au moins de sauver les meubles et pour Strassen en tout cas d'arracher ce point. Boris, pour toi, le match à retenir? Vu qu'on va parler du derby après, je vais revenir sur le dauphin de Differdange, donc Dudelange qui pareil arrache une victoire alors que c'était quand même bien mal embarqué. Ils étaient menés 1-0, beaucoup de déchets techniques sur la première période du F91 où moi en regardant le match je me disais oh là ça va être dur d'aller chercher quelque chose. Et puis la force de l'habitude, un groupe expérimenté, des leaders qui font le boulot. Et finalement, Dudelange qui s'en sort, comme la semaine d'avant, après avoir été mené, qui passe devant et qui prend 3 points, et qui prend du coup, avec le nul de Strassen, 6 points d'avance sur la 4e place. Donc, la place européenne, on le rappelle, c'est l'objectif de Dudelange, ils ont 6 points d'avance.
ça commence à compter à 11 journées de la fin, on commence à regarder le classement, donc ouais. Justement, très bonne passe décisive. On va le regarder ensemble, ce classement. Et donc, Differdange seul en tête, toujours avec 10 points d'avance. 52 points pour Differdange, 42 pour son dauphin Dudelange. La 3e place, elle est pour le Swift Espérange avec 38 points. Et donc, dans la bataille européenne, Strassen et le Racing, 4e et 5e avec 36 points. Et le Progrès à la traîne avec 33 points, 6e. En bas de classement, les barragistes sont Bétambourg et Rodange. Et les 2 derniers, donc Monderkange et Fola, l'ordre a changé avec la victoire de Monderkange et la défaite du Fola. Alors justement, effectivement, ça va un peu mieux pour Monderkange, mais ça ne va toujours pas mieux du côté du Fola. Alerte rouge au CS Fola Esch, donc 6 défaites d'affilée, je le disais en introduction. La dernière victoire, elle remonte au 24 novembre contre Monderkange, justement. Depuis le départ de Stefano Bensi, alors sans forcément de faire un lien de cause à effet, mais depuis son départ le 29 septembre en championnat, c'est 4 points pris en 10 matchs. En tout sur la saison, donc 2 victoires, une contre Vils en août et celle contre Monderkange, un nul contre Pétange et 16 défaites. Et surtout, Pascal, comme vous l'avez souligné, 55 buts encaissés, 4 en moyenne sur les 5 dernières rencontres. Alors la question, elle est simple, comment stopper l'hémorragie ? Oui, on a déjà vu des situations dures, difficiles à vivre. Celle-ci, elle est de nouveau une épreuve supplémentaire. Pour moi, il ne faut pas un staff technique maintenant, mais il faut des psychologues pour remettre en fait la tête sur l'épaule des joueurs pour jouer. Parce qu'à un certain moment, on se dit il faut arrêter de jouer. Mais bon, malheureusement, les joueurs n'arrivent pas à mettre en musique ce qu'ils travaillent en semaine. Après 5 minutes, 10 minutes, on était mené 3-0. Et là, bien évidemment, on était content. Moi, j'étais content personnellement que Racing a baissé le rythme. Parce que j'ai dit, mais ça va devenir une catastrophe. Mais on ne le voit pas venir chez nous. Mais du moment qu'il y a un mouvement ou un élément qui ne passe pas, hop, ça s'enchaîne. Parce que bon, on était prévenus que les collègues du Racing, ils avaient perdu 3 matchs de suite, qu'ils allaient venir fusil, mais ils n'ont même pas dû déployer leur plus grand football. On leur a offert les buts. Et voilà, comment stopper cette hémorragie ? Maintenant, il faut hausser les manches, il faut montrer des hommes, il faut gagner des duels, et c'est ce qu'on ne fait pas assez. Ça passera par le caractère ? Ça passera par le caractère, par la mentalité, par une attitude. C'est impossible de se laisser abattre chaque match. Donc le prochain match, c'est contre notre ancien staff. Eux, ils savent contre encore mieux que tous les autres nos faiblesses et nos forces. Je pense que le staff aujourd'hui, on a essayé un système X, un système Y, on joue à 3, à 5, à 4 derrière, etc. Mais effectivement, donc on a un problème qualitatif, mais pour moi, tu peux avoir un problème de qualitatif, mais tu ne peux pas avoir un problème d'agressivité, de mentalité, d'attitude. Donc pour moi, ça va uniquement passer via cette cellule où on doit booster tout le monde et tout le monde doit être remis psychologiquement en place parce que c'est un travail psychologique qu'il faut faire cette semaine. C'est la 3e saison d'affilée où le championnat est compliqué. En début de saison, vous vous attendiez à souffrir autant, vous aviez l'espoir que ça puisse Personnellement, être je m'attendais à une situation difficile, mais pas si difficile et complexe comme elle est en réalité. Parce qu'on a quand même engagé des jeunes joueurs qui ont faim. On a engagé des joueurs au mercato avec de l'expérience. Donc là aussi, M. Holbar, il a dit pourquoi vous avez pris un joueur de 35, 36 ans. Je pense qu'on connaît bien le règlement des JT. Ça ne vaut pas la peine d'avoir 9 joueurs JT parce que tu dois mettre d'office 4 dans les tribunes. Donc c'est un souci. Donc là, on avait la malchance. Vous avez parlé auparavant de Manu Cabral. On a Marwan Benamra qui est malheureusement blessé aux adducteurs. On a perdu Yanis Larach. Donc on a vraiment aussi des indications ou des indicateurs qui disent c'est pas pour nous pour le moment. Il faut aller chercher la dernière chance qui n'est même pas présente si on est tout honnête entre nous. Alors la question se pose désormais de savoir ce que le Fola peut viser en championnat, puisque vous avez été éliminé de la coupe en 16e par Pétange. Donc le but, c'est toujours le maintien. Ça passera évidemment à présent par un barrage obligatoire, comme vous l'avez connu les 2 dernières saisons. On regarde le classement, on regarde les points qu'on est pris, qu'on doit prendre. C'est clair que ça doit passer via le barrage, parce que le maintien direct, c'est plus possible. Oui, là vous êtes à 13 points du premier non-barragiste qui est Vils. Alors ça doit être difficile pour un staff, un comité qui a connu un titre de champion en 2021, presque un 2e avec l'année Covid, et puis des compétitions européennes, de devoir se battre ainsi. Est-ce que dans un coin de votre tête,
finalement, ce serait une catastrophe d'aller en PH si c'est pour tout de suite remonter avec une meilleure mentalité? Je me suis posé la question dès le début du championnat. Oui. Le truc est que je regarde les anciennes équipes qui sont d'un côté descendues, respectivement qui jouaient les matchs de barrage. Si je regarde un peu Chifflange, Mersch, Rumelange, ça fait peur parce que j'ai dit on n'est pas en sécurité si on doit descendre en promotion qu'on remonte tout de suite. Oui. Je pense qu'il y a eu toujours beaucoup de preuves. Et comme j'ai dit, pour moi, c'est clair qu'il faut avoir au moins la structure de pouvoir survivre en promotion d'honneur, quoi. On a les infrastructures, on a un club, on est les doyens du foot luxembourgeois. Mais moi, je faisais partie en fait de l'équipe. Je pense que j'étais même entraîneur-joueur quand on est descendu la première fois en première division. Oui. Et le chemin, il est plus vite vers en première division que vers la BGA League, parce que c'est deux mondes complètement différents. Vous pensez que vous avez parlé finalement de ce qu'il faudrait, ce serait une armée de psychologues davantage qu'un nouveau staff. Vous pensez donc que Ronny Souto a les épaules pour mobiliser les troupes et sur quelle base? Disons, Ronny n'est pas seul. Ronny est là, Henrique, qui a une très grande expérience à côté de Ronny, qui a connu aussi toujours le haut niveau. On a Paulo Patricio, on a un entraîneur des gardiens, on a un préparateur physique. Je pense qu'ils sont quand même 5 dans le staff. En plus, le comité est notre support pour essayer de remettre. Oui, il faut des entretiens individuels, il faut montrer avec les images, etc. Ce qu'ils font de semaine en semaine. Donc, les joueurs sont bien préparés. Mais voilà, si sur le terrain on fait la première passe en retrait au lieu de la faire vers l'avant et on lance l'attaquant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que staff? On peut juste dire voilà, les gars, il faut continuer à bosser. Moi, je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir d'une situation pareille. Le deuxième but encaissé, c'est, alors on est en droit de se demander, avec Mabella qui marque sur une erreur de remise dans la surface. Il était gêné par le soleil? Ça, je pense que c'était le troisième. C'est le troisième but. Oui, il l'a confirmé. Donc sur le premier but, il y a effectivement le gardien, même le gardien a dit qu'il était gêné par le soleil sur la première frappe. Parce que de mon point de vue, je dis mais il peut l'avoir. Mais apparemment non. Donc même les joueurs sur le terrain, ils disent que c'était un ballon flottant. Et de l'autre côté, effectivement, Paddy, quand le ballon lui a tombé sur l'épaule ou sur le bras, il a dit, le gardien a dit prends-le, mais j'ai regardé, je l'ai pas vu. Donc c'est. On a l'impression que rien ne va. Voilà, rien qui va. Moi, je sais pas, dans le monde, en luxembourgeois, wanneer pas chouette, da kann noch scheiß dabei. C'est un truc pareil. Et c'est malheureusement ce qui nous est arrivé. Bon, il y a eu un autre coup dur, ça a été la blessure d'Emmanuel Cabral, qui était des 7 points pris par le Fola. À chaque fois, il était titulaire. Vous savez quand est-ce qu'il va revenir? Pour être tout honnête, non. Parce qu'il a le ministre fissuré, donc c'est autre chose que ce qu'il y a eu contre Bétambourg, où il a été cousu. C'est possible qu'on le revoie pas de la saison. Il est en traitement, je pense qu'ils veulent faire un traitement avec lui pendant 5-6 semaines, mais donc de ce côté-là, bien sûr qu'il nous manque. Je pense que tout le monde le sait, c'est un gardien quand même qui a le niveau de BGA League largement, et c'est un leader. Et voilà, ça manque sur le terrain, et je ne veux pas dire maintenant que les 2 jeunes qu'on ait pris, mais avec Manu, on savait que, je pense que les 2-3 dernières saisons, il a toujours joué plus ou moins la moitié de la saison. Oui. C'est pour ça qu'on avait anticipé, on avait pris un gardien comme Marlon, et on a fait monter 2 jeunes avec Émile et l'autre petit gardien. Une chose positive auprès du Fola, et le président Josy Dilk sera d'accord avec lui, c'est la section féminine. Boris voulait souligner quelque chose de plus, peut-être qu'on va davantage retenir, c'est la formation. Oui. Il y a la formation. Il y a encore quelqu'un comme un bénévole comme Miguel Correa avec Steve qui gère en fait le pôle dames chez nous, qui font un boulot énorme, et le foot est vraiment en évolution au niveau des dames. Et on est aussi fiers que de ce côté-là, que voilà, il y a de nouveau des bénévoles qui sont là pour mener le bateau avec le comité des dames. Et puis la fierté aussi ce week-end de voir Thiago Pereira. Bien sûr, ça bien évidemment. Moi, je pense qu'on avait plus d'un qui avait une larme aux yeux quand on a vu les images après le match sur Sky. Bien évidemment, c'est magnifique. Ouais. C'est aussi bien pour le Fola que pour Manderkange, la formation à Manderkange, que pour tout le foot luxembourgeois, quoi. Je
pense qu'il n'y avait pas un seul qui n'était pas content et fier d'être luxembourgeois, quoi. Et je pense que c'est aussi ça. Nous, en tant que journalistes, on a un devoir de neutralité. Mais forcément, un club comme le Fola, comme Pascal l'a dit, club doyen, club historique, multiples titrés à de multiples reprises, le fait qu'un club comme ça puisse potentiellement disparaître de la division d'élite du championnat, tu perds les derbies aussi. Bon, ce serait un peu dommageable, je pense, pour le football luxembourgeois. Maintenant, il y a... Après, c'est l'histoire du foot. C'est l'histoire du foot, bien sûr. Et puis, tous les plus grands, un grand club ne meurt jamais vraiment. Réussi à descendre et voilà. Faut pas s'avouer vaincu pour autant. Il reste encore déjà cette saison. Il reste des matchs, bien sûr. Ouais. Avec un calendrier qui va être difficile, les 3 prochaines journées. Donc, effectivement, le déplacement à Strassen face à l'ancien staff, le déplacement à Ostert, donc l'équipe en forme, tu l'as souligné, Simon, et puis la réception de Dudelange. Là, ça va être un mois de mars compliqué où il va falloir tenter de grappiller des points. Tout à fait, parce que si là les 3 prochains matchs on aura 0 points, je pense que même la place de barragiste sera plus atteignable, parce que vous n'avez pas sur les autres équipes, mais Monderkange qui a battu la Jeunesse, mais Rodange qui va mieux, qui va à Mondorf, mais bon, après 5 minutes Mondorf était à 10, ils avaient la chance d'égaliser à la 11e je crois, 11e, 12e, voilà. Donc c'est vrai, on a un programme, mais on doit jouer contre toutes les équipes et on joue encore nos concurrents directs. Oui. Mais il faut maintenant commencer à prendre des points, sinon ça va être dur. Ça va être dur. C'est sûr. Bon, les points, c'est le Progrès aussi qui en a besoin en ce moment. Et il voulait profiter de l'occasion du derby contre le leader differdangeois pour tenter de se refaire au moins dans la course à l'Europe. Ça n'a pas été le cas. Alors vous pouvez regarder les images des 2 buts encaissés par le Progrès. Un but dès la 17e minute inscrit par Guillaume Trani. Alors nous avons eu la chance de commenter en direct ce match. On était assez époustouflés par la performance de Trani, Boris. Ouais, exceptionnel, Guillaume Trani. En plus, de toute façon, là, je vais juste reprendre les mots du président du Progrès, Thomas Gilgeman, qui lui-même a reconnu que c'était l'homme du match, peut-être le voire l'homme de la saison. Meilleur joueur du championnat, on peut que lui donner raison. Il a fait un match exceptionnel, il met un but magnifique. Donc, franchement, à l'image de cette saison de Differdange qui marche sur l'eau et qui marche sur le championnat. Et puis bon, il y a eu un 2e but inscrit alors contre son camp par Metin Carrière, mais sous la pression énorme d'André Mendy, qui a fait lui aussi un très bon match. Et puis le tournant du match, puisqu'il y a déjà eu un poteau par Omar Natami, qui aurait donné l'occasion au Progrès de revenir à 1 partout. Le tournant du match, c'est cette exclusion un peu maladroite et un peu stupide pour Omar Natami, qui va laisser ses coéquipiers à 10. Ouais, je sais même pas si c'est le tournant du match, c'est le dernier clou, on va dire, sur le cercueil de Niederkorn sur cette rencontre-là, quoi, parce que t'es mené 2-0, t'as les 2 grosses occasions que t'as, tu les mets pas, et en plus, c'est ton joueur qui s'est créé les 2 occasions qui prend le 2e jaune qui fait rouge. Donc une fois que Differdange est devant au score, on l'a dit, c'est compliqué de les faire bouger. C'est le plus dur. Tu vois, ils sont en place défensivement, ils n'hésitent pas à descendre un peu le bloc, et en transition, ça va à 10 000 à l'heure. On a vu un joli match, on ouais, peut le dire. Tout à fait. Un joli match pour un derby qui d'habitude est très 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 fermé, cadenassé. Alors ça, on peut rendre hommage à l'arbitre Ivo Torres qui a beaucoup laissé jouer. Il a bien laissé jouer, c'est vrai. Et puis alors messieurs, je vais vous demander, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y avait une classe d'écart entre les 2 équipes. Qu'est-ce que vous retenez le plus finalement, la prestation XXL d'un Differdange tout en maîtrise, ou la faiblesse d'un Progrès qui n'a pas su réussir à se procurer autant d'occasions que prévu sur sa propre pelouse? On a vu le match qu'on voit régulièrement quand on regarde Differdange. C'est costaud, c'est clinique devant, ça verrouille après. On les a pas sentis vraiment être inquiétés, quoi. Même s'ils n'ont pas eu 60 occasions. Il n'y a pas eu 60 occasions. En première mi-temps... En première mi-temps, oui, les débats étaient équilibrés. C'était équilibré, le Progrès sortait, avait un peu le ballon. Non, c'était... Mais Differdange est au-dessus. Moi, c'est pour répondre à ta question, je retiens que Differdange est au-dessus. Ouais. Et au-dessus du Progrès, mais au-dessus des autres, de tout le monde. Au-dessus des autres. En fait, tout le monde. Tu le disais, Differdange est au-dessus, ils ont des individualités. Bon, voilà, Trani, le but qu'il met, il l'invente en vrai. C'est-à-dire que l'action, au départ, il n'existe pas ce but et il se le met tout seul. Et en fait, justement, au Progrès, avec les départs, notamment durant le mercato, c'est ces joueurs-là qui manquent. Issaba était capable de percuter sur son côté. Mixture aussi, c'était une certaine garantie devant. Et quand tu perds ces joueurs-là, forcément, en plus, il y a malheureusement pour lui Antoine Mazur qui est sorti blessé. Blessé. Légèrement touché, oui. Donc déjà que devant, c'est quand même sérieusement dépeuplé. Là, tu perds encore un joueur. Et ouais, moi, contrairement à Simon, donc Simon nous a parlé effectivement de Differdange qui était exceptionnel et il faut le souligner.
Mais moi, je commence à être vraiment inquiet pour le Progrès, qui est déjà à 5 points de la 3e place. Donc, voilà, ça va être dur. L'ambition européenne, ça va être compliqué. Ça va être dur. Mais c'est pas de ce match-là. Non, ça date pas de ce match-là, bien sûr. De quelques semaines. Mais ça vient confirmer, mine de rien, parce que sur les derbies la saison passée, alors effectivement, Differdange en a remporté. L'écart qu'il y avait entre les deux équipes, moi je trouve le 2-0, à la fin ça peut faire 3. Oui, bien sûr. Il y a un vrai écart entre les deux équipes. Non, il y a un écart entre le Progrès de cette année et le Progrès de l'année dernière. Voilà, c'est surtout ça en fait. Le Differdange a augmenté un peu le niveau, le Progrès a un peu diminué. Après Differdange, moi j'ai un joueur que j'adore, c'est Leandro, qui était pas dans le milieu de terrain, qui était en défense centrale. Qui a joué partout. Il a joué aussi sa partition de... Ouais, c'est ça, c'est que sur un match comme ça. Il faut dire qu'il n'y a pas de points faibles chez eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est solide sur défensif, c'est solide offensif, c'est extrêmement efficace dans les reconversions. Et les phases arrêtées, c'est à chaque fois un danger exponentiel. Donc de ce côté-là, je ne sais pas qui pourrait freiner Differdange. Ouais, non, ça c'est clair. C'est la question qu'on se pose presque chaque semaine. Et il faut souligner aussi que c'était une belle journée samedi. Alors pour nous, vraiment bien, parce que c'est la première fois on a retransmis un match de BG League sur notre chaîne YouTube et on est très fiers de ça. Je voulais aussi le souligner parce qu'on a regardé et c'était très bon, c'était factuel. Merci. C'est gentil, merci. Voilà. Et puis aussi c'était une fête. Thomas Gilgaman et son équipe, ils ont bien accueilli tout le monde. Il y avait un spectacle avant-match, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce soit un beau choc. Tifo, fumigène. Match qui s'est quand même plutôt bien déroulé. Spectacle. Et du monde. Pas loin de 1300 personnes et effectivement alors on le voit pas forcément sur les images puisque la caméra tournait vers les tribunes debout mais les gradins étaient totalement complets sur la tribune de presse. Bon alors cette classe d'écart elle n'existe pas dans l'échelon inférieur en promotion d'honneur. Nous allons le voir tout de suite avec la 18e journée. Ce week-end avait donc lieu la 18e journée de promotion d'honneur avec en ouverture Sandweiler qui a reçu une claque par le Berdania Berbourg qui s'est imposé 6-0. Begen et Letzela Ettelbruck se sont quittés dos à dos sur le score de 1 partout. Un match nul également pour Schifflange et le Cupschen 2 partout. La résidence Valferdange s'est imposée sur la pelouse de Feulen 4-3. Le Mariska Mersch est allé s'imposer au bout du bout face à Bissen 2-1 et peut tenter lui de voir un maintien. Kerjeng et Luxembourg City, pas de but, 0-0. Rumelange s'est imposé 4-1 face à Steinsel, 4-1. Et puis, Mamers est allé chercher le point du match nul face à la Jeunesse Canache, 1 partout. Ce qui donne au classement Mamers, donc toujours leader à égalité de points avec Kerjeng, devant Bissen, 3e, avec 36 points, donc à 3 points des deux premières équipes. En bas de classement, le Mariska Mersch et l'Avenir Begen sont barragistes. Et donc les deux derniers, Schifflange, Pascal vous en parliez, qui est en bien mauvaise posture. Et donc Sandweiler, dernier avec 6 points. Alors ça promet un match au sommet entre Bissen et Mamers dimanche prochain, avec beaucoup d'enjeux. Mais on sera là, effectivement, sur Mental TV. Suivez le match, commenté par messieurs. Par l'équipe. Voilà. Ouais, petit week-end de PH en tête du classement. Hein. Aucun des 4 premiers qui gagnent. Alors certes, tu avais Mamers qui jouait contre Canache, donc il y a eu match nul. Mais Kerjeng qui fait nul. Bissen qui était devant à 1 de plus et qui finit par perdre contre le Mariska avec Benny Brecht qui se débloque un petit peu enfin. Donc en haut de classement, c'est toujours aussi serré. Ça va être palpitant jusqu'au bout. Ouais. Ça va être vraiment palpitant. Non, ça va être intense, mais avant ce week-end donc du 8 et 9 mars, il y aura du football encore sur les pelouses du Grand-Duché, mercredi avec les quarts de finale de la Coupe des Dames. En effet, à 20h, 4 matchs au programme. L'Entente Région Moselle va recevoir l'Entente Vormeldange, Münzbach CSG Beaver. L'Union Mertert Wasserbillich recevra sur sa pelouse le FC Mamers. Kerjeng va recevoir le Racing qui va tenter encore une fois de faire le doublé, et Differdange recevront les Young Girls de Diekirch. Alors on parle de foot féminin, mais avant de terminer, on est obligé de dire un mot du match qui s'est déroulé au stade Émile Merich mardi dernier entre le Luxembourg et le Liechtenstein, avec cette victoire 7-0 pour les Ruth-Levinen qui sont enfin lancés dans cette campagne de Nations League après le match nul contre le Kazakhstan. Et en MVP. Oui, en MVP, moi j'ai beaucoup aimé Caroline Georges, qui a été sur la première période, elle a marché sur l'eau, c'était exceptionnel.
Aussi mentionner le but incroyable de Laura Miller, qui une reprise de volée exceptionnelle. Et en puis, extension, franchement magnifique. Et Charlotte Schmidt aussi qui a fait un très beau match. Franchement, ce qui est bien, c'est que... Allez-y les gars, c'était tout le monde. Hein. Non mais beaucoup de positifs. En fait, c'est ça. Quand tu as gagné 7-0, tu as fait le boulot. Voilà, maintenant le match qui arrive contre l'Arménie va être très important. L'Arménie qui a battu le Kazakhstan, donc qui est en tête du classement, enfin de la poule, pardon, avec 6 points. Donc en Arménie, ça va être une autre paire de manches, mais en tout cas, les joueuses de Dan Santos, elles se sont bien mises en confiance. Tout le monde a plus ou moins marqué, fait un bon match, donc c'est de bon augure. Une belle fête du football. Ouais, vraiment. En Arménie, qu'est-ce que vous retenez de ce match, parce que vous étiez présent également au Stade Mériche? Oui, premièrement, ils ont parlé sur le terrain qui était catastrophique, mais il faut dire que les équipes, vu qu'il y avait le match, donc c'est un des 3 stades qui est homologé pour jouer ce genre de match. C'est différent, Stade Émile Mériche et le Stade National. Je peux encore une fois confirmer que Dan et la capitaine m'ont dit clairement qu'ils préfèrent jouer au stade Émile Mériche avec 500 spectateurs qu'au stade du Luxembourg avec 500 spectateurs. Et effectivement, vous connaissez le règlement de l'UEFA. Les équipes peuvent savoir ou doivent pouvoir s'entraîner la veille sur le terrain. Donc le terrain, il a énormément de et je pense qu'il a plu pendant tout le temps. Donc jusqu'au coup de sifflet final, du début jusqu'à la fin. Donc le terrain au début n'était pas si mauvais qu'à la fin, mais 7-0, et c'est ça ce qui était intéressant, elles ont pratiqué du bon football, donc elles ont vraiment, malgré le terrain difficile, elles ont su jouer, elles ont pour moi un peu trop au milieu, parce que sur les côtés c'était plus facile, les terrains étaient un peu mieux. Mais de ce côté-là, la progression que les dames ont fait, on peut que tirer les chapeaux avec le boulot que le staff fait à la Fédé, et même au niveau des championnats nationaux. Et on voit que le foot des dames, c'est en boom, et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, on est bien d'accord, puisque c'était l'objet du dernier dribble qui est sorti il y a 10 jours, donc sur le football féminin, sur les routes Lévinon et sur le championnat, et l'évolution extrêmement positive. Petite remarque, je pense que chez nous, à la Fédé, on nous a même dit qu'on intègre maintenant plus de classes encore, de catégories d'âge chez les dames. Donc, absolument. C'est ce qui est louable. C'est une bonne chose. C'est qu'une bonne chose. Et ça nous fera progresser, ça ne peut faire progresser le football féminin au Luxembourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous lors de cette émission. Pascal Walter, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir exercé votre droit de réponse. Merci pour l'invitation. C'est important pour nous de faire ce travail journalistique. Simon, Boris, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci Marco, merci à toi. Toujours un plaisir. Et puis on vous retrouve sur Mental TV dimanche pour le match entre Bissonne et Mamers, et à la semaine prochaine pour un nouveau Clubhouse. Bye bye. Ciao.